Bonsoir à tous, on est le 27 février 2022. Vous avez jusqu'à vendredi de la semaine prochaine pour vous inscrire sur les listes électorales. Le monde va mal, nous sommes sous un début de menace nucléaire, nous sommes donc sous une menace nucléaire. Comme le décrivait le philosophe Gunther Anders après Hiroshima, l'homme est devenu plus petit que lui-même. Par rapport à la quantité d'angoisse qui est notre lot, que nous devrions ressentir, nous sommes tout simplement des analphabètes de l'angoisse. S'il fallait résumer notre époque en une formule, la meilleure serait encore de la qualifier de l'époque où l'angoisse est devenue impossible. Je fais ce live Twitch sur des peintres de la scène française vivants. La semaine dernière, c'était Bilal Hamdad. La semaine prochaine, ça sera Philippe Maillot. Et aujourd'hui, on a la chance et la joie de recevoir Nina Childress. Bonjour Nina. Bonjour. Trop content. Trop content de te recevoir, trop fier, trop content. Merci beaucoup d'être là. Alors, pour les gens qui sont sur Twitch, si vous voulez poser des questions à Nina, n'hésitez pas. Il suffit de vous inscrire, c'est gratuit. Et vous pouvez poser des questions tout au long de l'émission. Et on lui posera les questions à la fin de l'émission. Sachant que, bon, vous commencez à le savoir, c'est mieux de poser des questions au fur et à mesure et pas à la fin, parce qu'à la fin, ça bourre. Voilà. Et vous pouvez retrouver la vidéo de notre entretien sur la chaîne YouTube Les Apparences sur YouTube. Vous tapez Les Apparences sur YouTube et vous tombez sur plein d'interviews d'artistes. On en est à la 34e heure. Alors Nina, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résument ton travail, ton parcours. Et ça tombait bien parce que tu viens de sortir un livre gigantesque avec 1081 peintures. Donc, on ne va pas faire les 1081 peintures, malheureusement, parce que tu n'as pas voulu passer 24 heures à parler de ce livre. Mais on va en prendre 5. Voilà. Alors, on va commencer avec ton premier tableau. Oui, alors j'ai pensé que, quand tu m'as demandé ça, plutôt que de prendre les 5 peintures qui ont été peut-être produites ou que les gens connaissent déjà, j'allais prendre la première, d'abord parce que je l'ai exposée il n'y a pas longtemps, donc je l'ai sortie du placard. La dernière, parce que celle-là, personne ne la connaît. Et puis, pour faire un compte-rond, prendre l'année 90, l'année 2000 et l'année 2010. Donc, j'ai cherché que dans ces années-là. Voilà. Donc, la première, elle date de 81. Alors, c'est la première fois que je peignais sur toile. C'est affreux. C'est vraiment pas beau. Il y a tout. Quand je veux dire à mes étudiants ce qu'il ne faut pas faire, je leur montre le catalogue, j'ouvre ça, je leur dis, voyez, là, il y a toutes les erreurs. Ça donne du courage. Le crayon à papier dessous, le frotter du doigt, je sais pas quoi, le verre phthalo, on croit que c'est le seul verre qui existe. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Bon, il y a des trucs collés. À l'époque, j'avais un pseudonyme, Ninacus, donc c'est signé Ninacus. Ouais, à l'époque, tu étais punk, hein, c'est ça? J'étais punk, voilà, et c'était peint d'après des photos d'enfants handicapés pris par mon copain qui était moniteur dans des colos. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, parce qu'en fait, en même temps de sortir ce livre que j'ai montré, tu as sorti une biographie où tu décris le fait qu'à l'époque, tu aimais Bacon et Velikovic. Ouais. Voilà. Donc là, on peut le sentir un petit peu. Même Lydia Rix. Ah oui. Oui, c'est comme ça. Et alors, Nils va partager, notre réalisateur va partager un clip de Nepla Relou par Luc Milk, donc ton groupe de punk, pour qu'on voit un peu là, dans quel univers tu étais. Là, on le mettra aussi en bas de la vidéo YouTube. Et l'histoire, c'est que tu devais rentrer aux Arts Déco, c'est ça? Tu avais été prise aux Arts Déco et finalement, tu as fait du punk. Mais en fait, c'est à cause du concours des Arts Déco que j'ai fait du punk, puisque c'est là où j'ai rencontré enfin des vrais punks. Parce que je rêvais voilà, c'était quelque chose qui m'attirait, mais j'arrivais pas à en rencontrer. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour Masto, et voilà. Mais donc, à la fois, je suis rentrée aux Arts Déco, mais en même temps, je suis pas restée à cause de mon mode de vie. Et donc, tu as fait plein de trucs quand même, avec ce groupe, tu as fait des concerts et tout ça, quoi. Enfin, il y avait... Oui, notamment un concert à la Biennale de Paris. Alors là, c'était rigolo parce que j'avais pris mes tableaux, je les avais mis derrière. Je disais, ouais, la Biennale de Paris, c'est de l'art, donc je vais mettre mes tableaux. Non, mais en même temps, je peignais. C'était quand même ça mon objectif principal. Enfin, voilà, le punk, c'était un peu... je suis assez sportive, mais c'était mon sport de l'époque, de faire un truc, crier, de porter des amplis. Et donc, tu es passé vite. Donc là, on va passer vite à 10 ans après, avec Banana Sunrise. Ouais, même, voilà. Donc ça, c'est un tableau important pour moi. Parce que, ah oui, alors c'est à moi de zapper. Oui, pardon. C'est un tableau important pour moi parce que c'est le premier que j'ai peint après mon accident de parapente. J'ai eu un accident très grave
Et en fait, c'est à partir de là que je considère ma production de peinture comme valable. Sauf peut-être quelques vagues exceptions, mais là, disons, je commence à avoir quelque chose qui se joue entre les intentions et la peinture. Et ce que j'aime, c'est une peinture qui est perdue, donc je ne sais pas où elle est. Elle est peut-être détruite. Et c'est à la fois un gros plan sur une banane et à la fois les taches de la banane. Et dans une des taches de la banane, il y a la banane. Donc, c'est vraiment un tableau métaphysique, le tout, l'immense, le petit. Enfin, je suis nulle en philo, mais bon, voilà. C'est un tableau philosophique, en fait. Et peut-être que tu es nul en philo, mais tu es très forte en toucher, parce que déjà, il y a quand même une sensibilité, tu as déjà un goût de la matière et un goût de la touche comme ça, qui est quand même efficace, quoi. Non? Ouais, je sais pas, je me souviens. Bon, c'est de la vieille acrylique, là, quand même. Hein, mais bon. Oui, mais il faut quand même faut le dessiner, quoi. C'est-à-dire que du coup, il y a un jeu. Bah non, là, c'est surtout un tableau. Il y a surtout une idée. Ah, mais je me rappelle plus si l'idée. Je sais plus comment il est venu, ce tableau. Je me rappelle plus. Et dans ta biographie, donc avec Fabienne Radi, tu décris le fait que dans les années 90, c'était aussi un moment de difficulté de galère. C'est-à-dire que dans les années 90, quand on avait honte de dire qu'on faisait de la peinture, c'est-à-dire qu'on vous regardait genre comme si on disait, je sais pas, j'arrive pas à trouver un équivalent. Il y avait un côté un peu dégoûtant et bête, quoi. Comme si on était vraiment très stupide. Mais il faut bien comprendre aussi que dans les années 80, il y avait toutes ces peintures de gros bonhommes très moches qui avaient dégoûté beaucoup de gens. Donc, bon. Et en même temps, dans les galeries, à l'époque, c'était quand même assez ennuyeux. Hein. C'était très froid, très... Il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de... Bon, parfois, mais... Enfin, après, il y avait des choses bien aux États-Unis, en Allemagne, ou des Allemands qui venaient en France. En peinture, ouais. Oui, enfin, en expo. En expo, oui. Je sais pas, moi, je me souviens, j'adorais, par exemple, Yunja et Paul de Vautour. C'était des artistes conceptuels, mais ils mettaient des formes. Ils questionnaient la peinture. Voilà. Donc, c'était difficile de dire qu'on en faisait toujours. Moi, j'ai même essayé de faire des vidéos. J'ai quelques vidéos qui sont montrées aussi à Bordeaux dans mon expo. Là. Ouais, ça va en parler. Ouais, j'ai anticipé. Non, donc, pas de problème. Non, mais bon, alors, le truc que j'avais trouvé pour pallier ça, je disais que je faisais de la peinture conceptuelle. Bon. Oui, tu as fait des grands savons, tu as fait des choses comme ça. Ouais. Non, en fait, l'idée de conceptuel, pour moi, c'était pas dans le fait que ça soit... Bon, alors déjà, j'ai enlevé complètement la figure humaine, parce que le gros bonhomme, c'était plus possible. Donc, je peignais des objets. Après, par exemple, la peinture, là, qu'on voit, j'ai fait des Tupperware, des objets, des savons, des bonbons. Que des objets, pas de bonhomme. Et surtout, je travaillais en série, j'essayais d'enlever le côté objet tableau, truc unique, voilà. C'est-à-dire que, comme Richter l'a fait en disant, je fais des photos, je fais pas des tableaux, je fais des photos. Enfin, dire que on contourne et on essaye de trouver une autre façon. Et toi, tu décris le fait dans ton livre, encore une fois, dans ton autobiographie, que ça a été plus facile en 2017, c'est ça? À partir de 2017, ça a été plus facile. Donc, il a fallu que tu tiennes quand même 15 ans comme ça, quoi. Non, ça a été plus facile vers 2004. Ah, d'accord. Bon, quand même. D'accord. Non, c'est les années 90, en gros, à la fin des Ripoulins 89 jusqu'en... Alors, Ripoulin, c'était un groupe auquel tu participais? Oui, mais alors, j'ai joint ce groupe de peintres parce que c'était des bons peintres. Et d'ailleurs, il y en a certains qui sont devenus des artistes connus, donc, mais c'était vraiment des bons peintres. Et il n'y en avait pas vraiment tant que ça dans les années 80. C'était... voilà. Bon. Donc, les années 90, en même temps, moi, j'ai eu 2 enfants, donc ça m'a pas mal occupée, mais je continue à peindre beaucoup, mais il y a des années où je faisais pratiquement pas d'expo. Je me rappelle une fois, un type m'a appelé pour faire une expo à Lyon. J'étais là, putain, on m'a appelé pour faire une expo à Lyon. C'était, j'avais pas eu d'expo depuis 3 ans, enfin, un truc comme ça. Donc, c'était pas marrant. Mais
En même temps, j'en ai toujours vendu un peu. Enfin, voilà. Et puis ça t'a pas empêché de travailler surtout. Non. Ça, clairement, vu la production, ça t'a pas empêché de travailler. Alors, Au contraire, j'étais pas distraite. Parce que Oui, bah oui. maintenant, je dois passer du temps à, je sais pas À quoi, parler envoyer sur des Twitch. listes, Ouais. ouais, à faire de la promo et tout, alors que, bah, En fait, c'était mieux avant, alors. Ok. ah, ouais. Euh, et donc, on va passer au troisième tableau qui s'appelle Blurriness. Alors, il date de 2000. Et donc là, c'est 2 arbres avec le titre, c'est Kodak Tree et Agfa Tree, c'est ça, ça dépend de la pellicule? Voilà, alors là, ce dont je te parlais, c'était cette idée de faire de la peinture comme de la photo. Bon, alors, c'est vrai que Richter, ça a été un problème parce que je me suis fait un peu placardiser dans ma galerie parce qu'il me disait oui, tu peux pas peindre comme ça parce qu'il y a Richter et toi, c'est moins bien, en gros. Et moi, je disais, mais non, regarde bien, Richter, c'est pas le même flou. Enfin, moi, j'ai peint du flou pendant 3 ans, non-stop, plein de tableaux. J'ai vraiment essayé de réfléchir à ça. Et je suis passée, d'ailleurs, c'était intéressant, parce qu'au début, je faisais du flou analogique avec l'appareil photo. Et à la fin, mes derniers tableaux flous, ils sont faits avec le numérique. Donc, c'est pas vraiment les mêmes flous. Bon, bref. Et là, c'est pour exprimer l'idée en fait, j'envoyais mes pellicules dans les labos. Et là, cette pellicule, je l'ai faite faire 2 fois, une fois en Kodak et une fois en Agfa. Et j'ai vu que ce n'était pas les mêmes couleurs. Donc, je me suis dit, je fais 2 fois le même tableau. Bon, j'aime beaucoup faire 2 fois le même tableau. Donc là, Ouais. c'était l'occasion. Et là, tu travailles avec l'épiscope, c'est ça? Non, pour faire enfin cette oui, série-là? là, j'étais pas. L'épiscope, je l'ai utilisé Pas à déjà. partir. C'est Kloski qui m'a donné son épiscope quand il était à l'hôpital éphémère. Ça devait être en 91, 12, enfin voilà. Bah là, Bon. on est en 2000 Mais, alors. oui, mais je m'en servais juste pour faire les contours. Ah, C'est-à-dire, d'accord. Ok. je décalquais la photo, Hmm. je projetais. Donc j'avais vaguement des contours, mais bon, des contours flous. Là, c'est le Voilà, contraire. donc j'avais la Ouais. photo, voilà. Et c'est sur les tout derniers, quand je ne sais plus qui m'a dit, oui, mais Richter, il met tout le temps l'épiscope, comme les hyperréalistes, que j'ai un peu fait ça, mais j'étais déjà sortie du flou, j'avais trouvé un autre truc, et de faire du flou net, donc voilà. Et par contre, j'ai commencé à peindre avec l'épiscope tout le temps allumé à partir de, je dirais, 2005 par là. Ah, maintenant, tu peins tout le temps avec l'épiscope, jusqu'au Non, mais bout. ça dépend. Ouais, ça dépend. Non, Ouais. ça dépend, c'est on and off. Ouais. Maintenant, sur la peinture, sur la toile argentée, tu peux pas mettre l'épiscope tout le temps Ah oui, parce ça que brille. Ouais. Ouais. voilà. Donc là, j'en suis revenue à faire des contours. Et, bon, si on veut faire une petite discrétion sur le projecteur ou l'épiscope, c'est intéressant. C'est vraiment une question en peinture. Hein. Il y a certains profs qui interdisent. Bon, il y a certains profs qui interdisent la photo. Il y en a qui interdisent l'épiscope. Il y en a qui interdisent La peinture. la peinture. Voilà. Bon, moi, je pense que voilà, on a le droit à tout. Après, c'est le résultat qui compte. Hein. Et puis de fait, par exemple, le livre de David Hockney, Savoir secret, a beaucoup libéré quand même ce truc du bienfait ou de ne pas tricher ou des choses comme ça, parce qu'évidemment, il décrit dans ce livre le fait que il y avait la caméra obscura, il y a toujours eu des jeux optiques pour les peintres, quoi. Voilà. De toute façon, Mais la les peinture, peintres, c'est de ils la savent très triche. bien, ils peuvent très bien comprendre. Quand on est Bien peintre, sûr, on bien comprend sûr. très bien que on a besoin de toute l'aide qu'on peut avoir. C'est tellement dur déjà. Donc, Oui, mais il y a même des voilà. trucs. Enfin, moi, je pense que dans le Caravage, on ne se pose pas assez la question de la fabrique parce que justement, le côté fond sombre avec des figures dans le fond sombre comme ça, cette esthétique-là, c'est quasiment une esthétique de boîte de lumière, quoi. Tu vois, c'est que d'un coup, c'est Ouais, super pratique pour poser les personnages dans le fond sombre. Voilà, c'est facile, quoi. Et les disproportions ouais. qu'il y a des fois dans les tableaux, bah, c'est peut-être des disproportions optiques, en fait, tout bêtement. Mais bon, c'est Ouais, juste remarque, discussion. le seul truc, moi, que je trouve un peu de la triche, c'est l'impression jet d'encre, quand même. Ah oui, sur Parce les que, tableaux, ouais. je sais pas, l'autre jour, je suis retournée au Metropolitan, bon, je fais ma frime là, de voir, il y avait une grande peinture d'une jeune peintre, je sais plus son nom, et puis que j'avais beaucoup aimé. Et puis j'étais avec ma galeriste et elle me dit, mais tu sais, elle a une super imprimante. Et je regarde, c'était imprimé. Je dis, Hmm. ah, bon. Ah, ça, c'est la question de Hockney aussi et de la reproduction. Bon, ça, c'est notre. Ouais. Alors non, mais ça, si tu veux, quand on sait, quand on dit Ouais, si on le c'est dit, fait oui. avec Ouais, l'iPad, ouais. c'est très beau un dessin d'iPad et les dessins d'Hockney.
faits sur iPad ou iPhone, ils sont très intéressants pour ce que c'est. Mais ce que j'aime pas, c'est l'objet tableau qui est imprimé. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, où là, il n'y a, c'est pas de comme, matière. Il n'y a pas de main. C'est comme les trucs qu'ils vendent chez Ikea avec les galets, là, tu vois. Donc. Qui ne sont pas si moches. Hein. Alors, tu voulais parler d'un tableau qui est un peu qui est dans la même série, qui s'appelle Blurriness, qui est donc très, très grand. Alors, malheureusement, il ne donne pas trop grand-chose de loin sur notre petite chaîne YouTube, mais par contre, on va en voir des détails. Pourquoi tu voulais parler de ce tableau? Tu m'avais demandé. Alors, je voulais parler de celui-là. C'est vrai que je n'avais pas pensé au format. C'est parce que ça, c'est intéressant. C'est un tableau que j'ai vendu. Tu vois, en 2000, je l'ai vendu tout de suite. Enfin, c'était Éric Dupont qui l'a vendu. Il l'a vendu à un FRAC. Et c'est typique des tableaux dans les FRAC. Je crois que c'est le tableau que j'ai le plus exposé partout. Parce qu'il est tout le temps, il le sort tout le temps. Et c'est un peu un tableau star, on va dire. C'est pour ça que je voulais le montrer. Et par contre, là, j'ai eu un super bonheur avec ce tableau, c'est qu'il a été montré dans une expo qui s'appelait justement J'aime les panoramas ou quelque chose comme ça, à côté d'un Richter. Et là, enfin, j'ai pu voir que c'était pas pareil. Et que c'était autre chose. Non, c'est plus flou. C'est plus flou. Parce que Richter, il a fait le flou très flou, mais en brossé comme ça, qui est un flou un peu crade. Et le flou un peu joli photo, en fait, il n'est pas très flou. Donc bon, voilà. Okay. Donc, et on va passer donc à un tableau de 2010. Et là, on voit que tu peux changer quand même des. Alors là, justement, dans le grand catalogue, vraiment, tu vas dans tous les. On sent que tu peux aller dans tous les styles et tout ça, mais là, tu changes carrément de manière, puisque avec High Fidelity, with High Fidelity, on est vraiment dans autre chose, quoi. Dans quelque chose de peut-être plus mental. Alors, là celui-là, je l'ai choisi parce que. Bah non, pas vraiment. C'est plutôt presque plus psychologique. Hein. C'est un tableau où j'exprime des choses personnelles, on va dire. Mais en même temps, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu n'importe quoi. Il y a à la fois un joli paysage, un collage, une dame. La natte, ce qu'on voit pas très bien, c'est que la natte, elle est fixée au niveau du visage et elle pendouille. Alors, on va voir les détails sur Twitch. Hein. On voit les détails sur Twitch. Ouais, mais quand elle est exposée, des fois, elle se penche. Et puis, il y a cette espèce de figure de nu avec une selle Amazon, peint un peu à la Bernard Buffet, on ne sait pas trop. Voilà, donc en fait, c'est une composition et c'est un peu une porte nawak, n'importe quoi. C'est quoi l'origine du tableau? Alors, c'est High Fidelity, c'est une piste. C'est un disque, c'est le disque de Dvorak, La Symphonie du Nouveau Monde. Et j'ai rien inventé, sauf le truc au-dessus, la natte rajoutée et Sissi en bas, parce que dans le carré, là, il y avait marqué Dvorak ou je sais pas quoi. Ah d'accord, c'est une pochette d'album, quoi. Et c'est pour ça que le tableau est carré. Je fais pratiquement jamais des tableaux carrés. Ah ok, j'avais même pas. Moi, je pensais à La prisonnière du désert, tu vois. J'étais parti là-dedans. Mais... Non, c'est la Symphonie du Nouveau Monde. Voilà. Okay. Donc bon, c'est juste pour dire, bah finalement, on peut faire ce qu'on veut. Très bien. Et alors là, on va passer à un de tes... c'est un tableau qui a marqué quand même, j'ai l'impression, enfin pour moi, vu de loin, j'ai l'impression que ça marque beaucoup les gens. Donc, je t'ai demandé de le rajouter. C'est le portrait de Sylvie Vartan, Sylvie Grosse-Tête. Donc ça, tu mets dans ta biographie que c'était ta passion secrète entre 10 et 11 ans. Et est-ce que tu peux nous en parler? Elle est trop belle, quoi. Enfin, je sais pas. Elle est exposée en ce moment au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, parce qu'ils ont fait l'acquisition. Non, elle y est plus? Ah bon? Ah bon? Je crois que ça y est plus, non. Ah merde, mais moi je l'ai vu en décembre. Ouais, alors peut-être c'était. Oui, c'était jusqu'à mi-janvier, ouais. Bon, ils vont la ressortir. Sylvie, en fait, j'avais fait un premier tableau en 86 parce que j'étais invitée dans une expo de portraits au Japon et je m'étais dit au Japon, ils la connaissent et puis personne ne le verra, donc je peux le faire en cachette. J'avais déjà fait. Et d'ailleurs, à Bordeaux, j'expose aussi ce tableau de Sylvie. Et puis après, je ne sais plus, je me suis dit, bon, maintenant, je ne sais pas, je peux faire, j'avais envie de travailler sur elle. En fait, c'est depuis qu'il y a Internet et qu'on trouve toutes ces photos, quoi. J'ai vu des photos de Sylvie Vartan que je n'avais jamais vues. J'ai commencé à me faire un dossier. Bon, sur mon ordinateur, j'ai plein de petits dossiers avec toutes les peintures que j'aimerais faire. Enfin bon, voilà. J'avais tout un dossier Sylvie. Puis à un moment, je m'y suis mis. Et quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, je vais la faire en très grand. Voilà. Puis après, ça a un peu engendré une série. De temps en temps, tous les ans, j'en fais une grosse comme ça. Donc, tu as fait Jane Birkin, tu as fait...
France Gall, j'ai fait Sharon Tate et Sharon Stone, qui est inédite. Ah bon? On a hâte. Avec un fond turquoise. Ouais. Et donc, Sylvie, bon, c'est très gros, quoi. C'est ça qui est bien. Oui, là, on ne s'en rend pas compte en reproduction, mais ça fait 2 mètres sur… 2,50 m de haut, à peu près. Sur 2 mètres. Donc, j'ai fait une photo un peu grotesque, d'ailleurs, j'ai fait une photo de ton tableau dans l'expo, vue d'en bas, pour montrer à quel point c'est grand. Ouais. Et c'est un poster ou c'est quoi l'idée? C'est d'en faire un poster de… Non, pourquoi le faire si grand? C'est parce que c'est une star, quoi. Ouais, il faut qu'elle soit très grande. C'est comme une déesse. Ah, l'idée, l'envie. Ouais, c'est une déesse. Ouais. Ouais. Et ça, c'est aussi des portraits de femmes puissantes. Tu as aussi travaillé sur Eddie Lamar ou sur… sur Simone de Beauvoir. C'est aussi l'idée de faire tout un bestiaire comme ça de… Non, c'est pas du tout pareil à chaque fois. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Simone de Beauvoir, okay. C'est plutôt l'idée que je pensais qu'elle était moche et qu'en fait, elle a été jeune. Ah oui. Donc, j'ai vu qu'elle était belle quand elle était jeune. Enfin, voilà. Et donc, je suis partie sur tout un truc. Eddie Lamar, c'est un échec. En fait, elle était trop belle. Je n'ai pas réussi à la peindre. Donc, j'ai fait une sculpture. Et Sylvie, j'ai aussi fait une sculpture en bronze très bien. Où elle est belle. Mais tu fais ça pour te faire comme un musée personnel ou c'est aussi une manière de… C'est des femmes parfois. Non, en fait, parfois c'est pour l'image. Sylvie, ça va être son image finalement, quelqu'un qui saurait même pas qui c'est, pourrait trouver cette image peut-être intéressante. Même quand je peins quelqu'un de connu, je me dis c'est pas très grave. Enfin, c'est pas pour ce qu'elle est. Après, je considère ce qu'elle est et le contexte, etc. Mais il faut aussi que l'image puisse tenir pour ce qu'elle est. Et tout ce qui est esthétique, années 60, 70, alors ça, tu racontes bien ça dans ta biographie, c'est lié aussi à ton enfance, parce que tu vivais entre les États-Unis et la France, enfin, tu as vécu un peu aux États-Unis et tout ça. Et c'est toutes ces couleurs, ou ces choses… Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie aussi dans le succès de ce genre d'image. C'est-à-dire qu'on l'a vu beaucoup reproduit. Là, il a fait la couverture d'Art Press, je crois, récemment. Comment tu te situes par rapport à ça, tu as repris aussi des images, je crois, de gens presque des films pornographiques ou des gens tout nus dans des tableaux. C'est quoi ce rapport aux images? Alors, tu parles de plusieurs choses. Tu parles de la couleur et des années 60-70. Et c'est vrai que c'est un petit peu lié dans la mesure où, étant donné mon âge, j'ai 60 ans, donc quand j'étais au cinéma, ce que je voyais, c'était du 35 mm en Technicolor. Donc, c'est ça mes premières… Ça et la télévision analogique. Donc, oui, ça, tu parles beaucoup de la télévision dans le… mais moi, j'ai eu la télévision en noir et blanc. Après, j'ai eu la télévision en couleur. Après, c'était aussi les magazines imprimés, mais pas montés à l'ordinateur. Il n'y avait pas de Photoshop. Il y avait pas… Voilà. Donc, ça a développé chez moi une sorte d'amour des images et de leur grain, de ce qu'elles sont. Voilà. Et en peinture, la couleur, tu sais bien, c'est la base, quoi. Donc, voilà, je combine un petit peu les deux, mais c'est vrai que… Tu as quand même des couleurs, tu as quand même on va dire des gammes colorées qui sont très marquées dans une partie de ta peinture, hein, pas dans tout, mais dans cette partie-là de ta peinture, tu as quand même une gamme colorée qui est presque bonbon, quoi, pour le regardeur. C'est-à-dire, il y a un truc un peu… on se sent bien, quoi, on est accueilli. Il y a un truc chaleureux. Couleur, j'adore ça, si tu veux, mais bon… C'est vraiment, comme je te dis, c'est la base. Mais là où la couleur jouait au niveau des années 60-70, ça serait d'essayer de restituer des phénomènes liés, par exemple, aux projections en Technicolor, où tu as des fois des petits… Ça bave un peu, ouais. Voilà. Ou alors la décoloration des pellicules analogiques Eastman qui deviennent toutes roses. Ou alors, voilà, il y a plein de choses comme ça que j'avais à un moment assez envie de reproduire, quoi, mais je sais pas. Et là, par rapport à ce tableau-là, j'aimerais bien parler du faire quand même, parce que tu as une espèce d'efficacité que je trouve dingue, c'est-à-dire dans la manière d'appliquer la peinture, parce que en vrai, ça pourrait être du Bollywood, la manière de peindre, c'est-à-dire ça pourrait être, comme tu fais des gestes très efficaces comme ça pourrait tomber dans le Bollywood, et tu as une espèce d'économie comme ça de matière où…
Enfin, comment tu crois que tu as trouvé cette espèce d'équilibre? Parce que c'est quand même hyper maîtrisé, quoi. C'est-à-dire, c'est très homogène dans tout le monde. Bah, il faut bosser, il faut vite Quoi? Ouais. c'est tout. Non, mais Ouais. c'est un truc, plus ça va, mieux c'est, quoi. Ouais. Plus pas tous les jours, mais disons, voilà. Et puis, après, il y a certains petits trucs qu'on développe, parce que Bollywood, n'empêche, bon, souvent, il y a toujours un petit problème de dessin. Ah Ou il y non, a bien sûr. Non, non, mais quand je disais voilà. Bollywood, c'est que ça aurait pu tomber là-dedans. C'est-à-dire, comme tu fais un grand visage presque cinéma, tu vois, d'affiche de cinéma, ça aurait pu être là-dedans. Et justement, tu as une économie de matière qui fait que c'est du flou. On est dans le flou dans le net, on ne sait pas trop. Il y a la bouche, elle est peinte, mais elle n'est pas vraiment peinte. Elle n'est pas vraiment Elle dessinée. est pas Ouais. un peu crade quand même, la bouche, elle est Ah peinte ouais. un peu. Bah, ça, on a des détails. Ouais. Bah oui, ben ça, je sais pas, C'est comme ça. c'est le métier, quoi. C'est le métier, mais Tu parles effectivement, dans ton... j'aime bien parler, j'aime bien peindre vite, alors c'est aussi pour ça que. Et là, par exemple, pour faire ce tableau-là, tu as fait combien... ça met combien de temps? Bah là, ça a mis longtemps parce qu'il y a des couches intermédiaires qui doivent sécher très longtemps. Donc finalement, peut-être je l'ai eu et qui traînait dans l'atelier pendant 3 mois. D'accord. Mais à la fin, le visage, la dernière couche, j'ai dû le faire en une journée, tu vois. Bon. Et, et là, quand tu poses tes touches, comment ça se passe? Tu passes beaucoup de temps de travailler dedans, ou alors tu fais des allers-retours pour le voir de loin, l'effet que ça donne? Parce qu'encore une fois, on a l'impression que tu as fait un petit coup de pinceau, hop, tu as reculé pour voir ce que ça Bah donnait. ouais, Ouais, c'est ça? Ouais. bah, il faut toujours circuler. Ouais, J'ai c'est des ça. miroirs partout, je regarde mon téléphone, D'accord. je regarde tout le temps mon travail, je suis obsédée. Non, non, mais je rentre chez moi le soir, je regarde sur mon téléphone. D'accord. Dans le métro, je suis là, les gens ne comprennent pas, je regarde si je rentre en métro, si je rentre en vélo, je regarde chez moi après. Non, non, quand je fais un tableau, je suis dans l'image. Mais même si c'est un tableau tout con avec 3 trucs, hein, je suis dedans. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est chaque petit coin, je sais ce qu'il va y avoir. Enfin, il y a pas de... Et la pulsion de... Qu'est-ce qui se passe quand... Là tu es parti d'une image donc, qui n'est pas de toi, que tu as trouvée sur Internet, on va dire. Et là, c'est quoi la pulsion de peindre alors? Pourquoi celle-là et pas une Bah, autre? c'était le rouge Ouais. c'était le rouge du pull, quoi. Et puis là, elle était tellement belle. Elle est plus, sur la photo, elle est encore plus belle. Elle est plus blanche, en fait. Bon, elle est un peu... Voilà. Et puis, voilà, la mèche. Enfin, bon... Mais c'est assez rare que j'utilise des photos de photographes. En général, je prends plutôt des bouts dans des films. Mais là, celle-là, j'avais envie de la faire comme ça. Mais c'était le pull, ouais. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'admiration. Parce que tu as aussi fait des cantatrices, tu as une passion opéra à un moment donné. Et c'est quand même un truc d'admiration d'abord de peindre comme ça. Non? Je demande. Je n'ose pas, je sais pas. Ça y est, je suis perdu. Non, non, mais admiration, ça veut dire quoi? Non, mais c'est parce que c'est un geste quand même de faire le portrait de quelqu'un comme ça, aussi grand. Enfin, tu vois, c'est quoi le... Bah, le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit ressemblante quand on fait quelqu'un de connu. Voilà, c'est ça le problème. Non, mais la pulsion de le faire, c'est de l'admiration, c'est un truc, ah non, c'est faire une image. Faire une image, non, ok. mais ouais, non. Donc c'est pas forcément le sujet, mais quoi. Non, mais c'est très bien que pour peindre, faut avoir envie. il faut avoir envie, il faut que ça soit indispensable. Donc, moi, j'ai plein d'images que j'ai envie de faire, mais à un moment donné, je suis dans un trip, tel genre de technique, j'ai tel châssis, je me dis, tiens, j'ai une expo, il faut ça. Enfin, donc, il faut que je trouve un truc suffisamment puissant que j'ai envie de peindre pour pouvoir m'y mettre, sinon c'est trop dur, quoi. Voilà, moi, je fais jamais un tableau pour occuper le temps. C'est vraiment un truc oui. vital, quoi. Et là, justement, cette pulsion vitale, tu as des tableaux en avance dans ta tête, ou tu as des images en avance dans ta tête, ou ça se fait au fur et à mesure, tu te laisses porter par la vie, ou c'est les projets qui amènent... Enfin, c'est une expo qui va... Ouais, c'est un peu tout. Un peu tout, ouais. Et des fois, tu peux être pris par une image, et d'un coup, c'est maintenant qu'il faut la faire, ou des choses comme ça, ou pas? Ouais. Mais il y a des images qui restent sur mon mur, je sais pas, 3 ans avant que je les fasse. Ouais, tu trouves le bon moment, quoi. Ouais. Ouais. Et ça peut être des images intimes un peu aussi, ou pas? Enfin, je sais pas, pas trop, non. Pas trop. Faut dire des gens que je connais, des choses comme ça. Oui. Bah, tu as fait le portrait de... Pour les flous. Ouais. Je le faisais, c'était beaucoup ça, parce que c'est moi qui faisais des photos, j'avais besoin de photos, donc
Bon, ou alors, enfin, intime, je prenais un bouquet de fleurs ou dans la rue, ou n'importe Oui. quoi. Mais... J'ai fait quoi, t'as dit? Non, mais il y a l'histoire de cadeau au monsieur du Mamco, là, Ah, le Olivier Christophe. Mossé, ouais, où là, d'un coup, tu as fait poser, Ah quelqu'un oui, pour non, le. mais Ouais, là, j'ai fait poser mon copain pour avoir un corps nu. ouais c'est ça. Voilà. Mais Donc, non, pas trop. Non, je suis pas trop du genre à peindre les gens. Non, mais je sais, de toute façon, ça, c'est mon problème, hein. Je sais que le high level, c'est peindre sur le motif, les gens qu'on connaît, les ah oui, paysages. Bon, moi, pour toi, j'arrive pas. pour toi, c'est le cas. Ouais, J'arrive pas du tout. ok. Enfin, je pourrais, mais je sais pas, ça me fait pas envie. Déjà, peindre quelqu'un, je l'ai fait une fois, peindre quelqu'un, j'étais avec mon père Mhm. et, euh, et je lui ai dit, bon, allez, il voulait savoir comment je faisais pour peindre avec ses couleurs. Je lui ai dit, tiens, on va faire ensemble. Alors, je lui ai mis ma palette et puis je lui ai fait un petit portrait de lui, comme ça. Et puis lui, il a fait un petit portrait de moi. Et bah, ils sont dans le bouquin, tu verras. Et lui, comme il y avait plein de rouge fluo, il m'a fait toute rouge. Il est super bien, son tableau. Et moi, je lui ai fait, bon, un peu réaliste. Donc, Ok. ça s'appelle Papa peint mieux que moi. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et alors maintenant, en exclusivité mondiale, Ah, messieurs, dames, le dernier ouais. tableau de Nina Childress que personne n'a vu. Et Ouais, et puis vous êtes les surtout, seuls à le voir. Ouais. vraiment, là, c'est la toute nouvelle série et c'est un truc un peu bizarre. Mais je suis trop contente. Alors, ça fait longtemps Donc, que il je s'appelle voulais. Lower Level Exhibit. Ouais, voilà. Ouais, déjà, il a un super titre. Ouais. Bon, Donc là, ça, c'était on le le voit dans ton bronzage. atelier d'abord, ouais, parce que tu m'as Ouais, envoyé une photo de voilà. ton atelier, donc j'étais tout content avec les scotch bleus que tout le monde apprécie. Voilà. Puis bon, des petits trucs où je fais des échantillons. Donc, tu vois, il y a la photo, il y a un contour, bref. Et donc, c'est un tableau qui est à la fois phosphorescent, argenté, luminescent, et aussi avec des nouvelles peintures à effet que j'ai achetées à New York. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais c'est une image que j'ai Alors trouvée non, on dans s'en une fout pas du tout. C'est que c'est sur une toile argentée, d'une ouais, part, et en plus, tu as de la peinture phosphorescente. C'est ça. Donc on phosphorescente. va voir qu'elle brille dans la nuit, quoi. Aussi, Ça change oui, les. mais aussi, j'ai pris de la peinture à effet où quand c'est éclairé, ça fait vert ou rose. Ah, ok. Un peu sur la gauche du tableau, bon, enfin bref. Et aussi, j'ai mis du Mais One Shot, qui est une peinture américaine super en enamel. Enfin bref. Mais tout ça, c'est de la technique, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, Là mais où je oui. suis contente, c'est que j'utilise tous les trucs tabous, le noir, le vert phthalo. L'argenté, c'était hyper tabou pour moi. Je voulais Ouais. absolument pas. C'est trop dur. La peinture argentée, c'est trop dur. Enfin, c'est dur de faire un truc bien, quoi. Et puis, bon, voilà. Et je trouve que, je sais pas, j'adore les couleurs, les deux nanas, on sait pas trop. Et puis le titre, il y avait écrit ça. En fait, alors, bon, moi, j'ai un tout petit peu modifié quelque chose dans les personnages. Je vais pas te dire quoi pour que ça me plaise. Mais, et voilà. Donc Non, non, c'est tiré d'une image qui existait déjà, ça? ça vient de la série Mannix, qui est une série Ah, ok. policière, une sorte de sous-James Bond des années 60, Hmm. 70. Parce que ça, donc on peut voir ça dans le livre des 1080 peintures, c'est que tu as fait beaucoup de tableaux d'après des séries télé ou des choses comme ça. Donc il y a Dallas, il y a plein de. Tu as fait des tableaux Michel Drucker, c'était au début bon, Oui, mais enfin, ça, c'était au tout début. ouais, mais c'est Hein. très rigolo d'avoir. Et là, regardez, attention magie, Nils, si tu peux. Attention, un effet magique incroyable, c'est que le tableau lui-même. Ah merde, on voit pas. Ça marche pas du tout. Mais en gros, le livre lui-même brille dans le noir, Mm, croyez-nous. Voilà, ouais. il est vert, il est vert. Vous voyez pas bien, mais il est vert. Bon, maintenant, Il est j'ai l'air rouge. phosphorescent. Il est aussi vert que moi, je suis rouge. Voilà, Mm. vous imaginez. Voilà. Et alors, on va passer à. Ah oui, donc on va passer à ton. Donc, il y a ce livre-là qui est sorti, et ce livre-là, il est sorti pour une exposition dont on va parler après. Évidemment, j'ai mal fait mon truc. On va passer à ton actualité. Donc, tu as une exposition en ce moment-là à New York, qui s'appelle Who's That Girl? Et là, incroyable, je suis allé à New York pour aller filmer l'exposition. Eh bien non, tu nous as gentiment donné une vidéo de l'exposition, justement dans le noir, où il y a encore une fois ces tableaux phosphorescents. Donc c'est à la Nathalie Cargal Gallery, et c'est jusqu'au 19 mars. Donc dépêchez-vous de prendre un billet pour New York pour y aller. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'exposition? Donc là, pour le coup, il y a les sculptures de... Ouais, pardon, je te laisse parler. Oui, alors c'est que des tableaux inédits de l'année dernière. Et ce sont principalement des visages de femmes, d'actrices. Enfin, il y a Miu Miu,
Il y a des stars du porno vintage. Et là, il y a 2 Australiens, je ne sais pas si vous les voyez, qui gardent le fond, qui sont de part et d'autre. Là, on a encore la vidéo que tu Ah bon, as pas, d'accord. mais ouais. Voilà. Et il y a 4 sculptures, dont la sculpture de Sylvie Vartan. Ouais. Et il y a aussi 4 peintures de vieilles qui sont mignonnes, on dirait des petits Ouais, chiens. c'est ça, c'est super. Même elles sont super, ces peintures. Ouais, alors il paraît, selon Nathalie, que les artistes, c'est celle-là qu'ils Ah préfèrent. Ils disent, ah bah ouais. oui, là, on voit qu'elle sait pas. Ah bon, bah moi, Parce que j'avoue que les c'est celle trucs que... phospho, non, mais bon, alors c'est vrai, hein, les peintures phospho, c'est spectaculaire, il y a un effet, mais bon, le phospho, c'est tellement chiant à manier que c'est difficile de faire de la belle peinture avec ça. Alors, c'est quoi la belle Voilà. peinture pour toi? Bah, tu sais très bien, c'est Non, les je sais pas. dieux. Bah, c'est comme c'est Manet, Velázquez, c'est tout ça, c'est des dieux. Et là, alors, qu'est-ce qui fait que moi, je trouve ça très très chouette que tu t'autorises à peindre en phosphorescent, mais d'un coup, qu'est-ce qui te fait que tu vas utiliser ce médium? Parce que j'ai du pognon, enfin j'ai du fric, j'ai de l'argent, Ouais, et j'ai pu en acheter, c'est super cher, quoi. d'accord. Ah ok, je savais Moi, même pas que je c'était cher. l'utilisais quand j'étais avec les ripoulins pour aller dans les boîtes de nuit, on peignait un peu sur les blousons, Ouais, tu mais as fait bon, des peintures dans les boîtes de nuit, des pot, choses comme ça. Ouais, ouais. ouais, voilà. Et donc, bon, je Bon. savais que c'était à la fois galère et à la fois cher, donc j'avais laissé tomber. Puis j'en ai racheté un jour, j'ai eu un peu d'argent, j'en ai acheté un pot, puis j'en ai mis dans un tableau. C'est venu petit à petit l'engrenage. Et après, j'ai trouvé une première technique que j'ai un peu poussée au bout. Puis après, j'ai trouvé une deuxième technique à l'huile. En fait, tout cela, c'est des phosphos à l'huile à New York. Mais Alors que ce que j'avais fait à Caen, c'était des phosphos à l'acrylique. donc l'enjeu, c'est de faire des tableaux bling bling, quoi. Non, c'est pas l'enjeu. Bah, c'est ce que je me dis, c'est quoi donner comme réponse. Quand ça, j'ai dit ça? Je t'ai dit pourquoi tu utilises la peinture phosphorescente alors que c'est difficile à utiliser, et tu m'as dit bah, c'est parce que ça coûte cher. Non, non, bling bling, pour moi, ça veut dire un peu show-off. Ouais, Non, non, non. Je le fais maintenant parce que maintenant, j'ai de l'argent pour l'acheter. Avant, j'avais d'accord. pas. Ok. Parce que, Comme les châssis à lu, quoi, c'est pareil. Maintenant, Hmm, j'en ai. Avant, je savais pas. d'accord. Parce que par exemple, les peintres, il y a ça dans Histoire de la couleur de Philippe Ball, où il décrit le fait que par exemple, le lapis lazuli coûtait tellement cher à l'époque qu'on négociait le nombre de ciel, le morceau de ciel qu'il y avait dans le tableau, parce que c'était une manière de dire à quel point on était riche, quoi. Donc plus c'était bleu, mieux c'est, quoi. Et là, il n'y a pas il n'y a pas ces enjeux-là, un petit peu quand même. Non, quand Une même pas. économie du Non, tableau non. d'un coup. Il y a Non, l'économie du tableau. Ok. Bon. non, parce qu'en fait, maintenant, c'est plus pour. C'est la gestion du fonds d'atelier, quoi, voilà, Mais au niveau du marché de l'art, ils peuvent acheter très cher un truc fait à la gouache sur papier. Ouais, Enfin, ça, on sait peu bien. importe, Ouais. c'est plus comme ça. Par contre, les bronzes, ça coûte cher. Hein. Ça, forcément, on ne peut pas y couper. Mais alors, j'ai toujours pas compris pourquoi ça t'intéressait d'avoir des tableaux qui brillaient la nuit ou des choses comme ça. Désolé, hein, je pose la question, mais si tu veux, Alors, c'est un effet. Ouais. C'est-à-dire. Qui m'appelle? Pardon. Arrêtez de t'emmerder, C'est Thomas. c'est un effet. C'est-à-dire que c'est une peinture magique. Ouais, c'est le côté. Voilà, c'est la magie de la peinture. D'accord. C'est-à-dire que dans mon atelier, quand je quitte, j'éteins tout et il y a des taches partout. Ah oui. Voilà, mais les tableaux aussi, il y a un côté un petit peu magique. D'accord. Et alors, tu as une deuxième exposition au FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca. Ça s'appelle Body Body. Ça a l'air super bien. Ça donne trop envie d'y aller. C'est à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors là, c'est la grosse exposition. Donc, Ouais, il y a 100 là, c'est la tableaux. C'est une rétrospective. rétrospective. Voilà. Et une Donc, rétrospective que tu as effectivement, toi-même curatée, ce que je trouve très intéressant, parce que d'un coup, il y a un truc assez accueillant. Enfin, voilà, j'ai l'impression que... mais, du coup, j'ai décidé ce que je voulais. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que le lieu est compliqué. Il y a des murs en pente. Il y a des diagonales. Voilà. Et donc, j'ai trouvé... enfin, bref. Puis, c'était le confinement. Donc, j'ai fait une grosse maquette de 2 mètres par 2. Et j'avais toutes mes miniatures, parce que bon, alors, moi je fais tout comme ça. Hein. Et, disons, je pensais que j'allais pouvoir mettre tous les tableaux que j'avais envie de voir, qui n'avaient pas été exposés ou pratiquement pas. Et finalement, malgré que le lieu soit immense, non.
j'ai dû quand même faire un choix et faire un peu une thématique qui est le corps et le double. Voilà, donc il y a beaucoup de choses récentes, mais il y a quelques merveilles du passé et des vidéos presque toutes inédites. Enfin voilà. Et c'est jusqu'à la fin de l'été. Donc, tous ceux qui Ouais, c'est vont jusqu'au 20 août. Attendez, c'est trop bien. dans les Landes, tout ça, ils peuvent passer par Bordeaux quand même. Et c'est contribution libre à partir de 2 €. Attention. Bon, je pense que pour les jeunes, c'est gratuit. Les artistes aussi, c'est moins de j'espère. 26 ans gratuit. Enfin, bon, Ouais. non, mais quand je disais ça, c'était pour dire que c'était pas cher du tout et que ça valait carrément le coup d'aller voir, quoi. Et il y a une salle phosphorescente. Je sais pas si Et le code Wi-Fi, c'est l'AMECA, je vous le dis, parce que voilà, on ne sait jamais. Et ça t'a fait quel effet de voir ça en dur, dans l'espace À vrai dire, pas grand-chose parce que j'avais la maquette sous le nez depuis des mois, donc c'était Ah ouais, pareil, il n'y a pas de... mentalement. Ok. Non, là où ça m'a fait, c'est de revoir certaines peintures anciennes, voilà, que j'avais pas redéroulées. Et donc, à cette occasion, vous avez fait ce livre-là qui est complètement fou, où il y a toutes tes œuvres, les unes après les autres, numérotées, voilà, chronologiquement, où on voit tout ton parcours. Et Oui. ça t'a pas fait un petit effet quand même aussi? Si, ça, c'était beaucoup de travail. Ouais. Non, mais ça, c'est coproduit par le FRAC, ouais, les Beaux-Arts les de Paris. Beaux-Arts, qui m'emploient comme professeur, et ma galerie Et la Bernard galerie Bernard Jambon, qui est la Gendon. galerie. Ouais. Non, mais ça, c'était très long de faire Et donc ça, il est accompagné de ta bio avec Fabienne Ah, Radi, qui va sortir en rose, c'est ça? Tu m'avais montré. Alors, Elle va sortir comme voilà. ça. Et donc là, En d'un coup, plus vous n'avez pas besoin. petit. Voilà. Donc, ça sera que 15 €. Voilà. Le Ça coûte un Duopack, peu c'est cher. 49 €. Voilà. Donc ça, Et c'est pour les... là, avec le code barre, on pourra voir, enfin, le QR code, on pourra voir Et moi, je ne peux les que vous conseiller peintures. ce livre parce que c'était un vrai plaisir de lecture. J'ai passé une nuit entière à le lire. C'était trop bien. Il y a plein Ça de se lit gags facilement, partout. oui. Ouais, c'est très rigolo. C'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant pour tous les artistes. Bon, il y a des trucs où des fois on est un peu gêné parce qu'on voit tous les amants de Nina Childress, on voit ses coupes de cheveux, tout ça. Enfin, c'est très intime et c'est très, voilà, c'est très, très bien senti et très bien écrit. Je veux dire, bravo. Alors, c'est écrit par Fabienne Radi, qui est une auteure suisse, qui est formidable, qui écrit pas que des biographies, qui écrit tout un tas de choses, et qui aussi produit des posters, des listes. Enfin, c'est aussi une artiste. Hein. Okay. Enfin, dans un autre domaine. Et il faut dire aussi que le catalogue raisonné, c'est Susanna Shannon, qui est une graphiste formidable. Ouais, bah, il est très beau. Hein. Qui m'a aidé à le concevoir. Et c'est vraiment un travail que j'ai fait moi. J'étais assise à côté d'elle. Chaque peinture, la taille qu'elle a, tout est pensé par nous deux. Enfin, voilà. C'est un bon obsessionnel. Et il y a la critique d'art Rose Vidal dans AOC qui décrit l'exposition de Bordeaux comme une fête familière. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'accueillant, je trouve, dans ton exposition. En visuel, on sent quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi ou il y a un côté frais, il y a un côté simple, il y a un côté, je sais pas, il y a un côté venez comme vous êtes, il y a un côté vivant comme ça. Non, Rose, elle est mignonne, hein. Elle est adorable, Rose. Elle m'a envoyé un message pour me dire oui, j'ai vu que tu passais à l'émission. Ah bon, d'accord. Ouais. Mais t'as pas. Je sais pas, je peux pas te dire. Non, non, je fais de mon mieux. Hein. Mieux. Oui, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre. Sont contents. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du chaleureux, qui n'est pas forcément dans tout. Je parlais des expos des années 90. C'est vraiment pas. On a une vision aussi de la galerie d'art qui peut être aussi assez froide, de l'art contemporain qui peut être assez froid. Là, il y a un côté très en rapport avec l'existence, rapport avec la vie. Enfin, moi, j'étais étonné de t'entendre parler, de te lire parler de télé sur 30 pages. Enfin, je trouve ça super chouette. C'est-à-dire, d'un coup, il y avait un truc où on n'est pas dans un milieu, c'est pas un milieu de l'art très justement conceptuel, froid. Il y a quelque chose de très, très simple, très franc, très vivant. De toute façon, il y a une approche tout public dans ce genre de musée. Ah bon, c'est très bien, quoi. Bien sûr. Et il y a un truc génial qu'ils ont fait, c'est des panneaux en ce qu'ils appellent le FALC. Tu connais le français facile à lire et à comprendre. Ah oui, bien sûr. Ouais. Nina Childress peint un enterrement. Ce n'est pas un tableau triste. C'est écrit que des phrases sujet. Et finalement, non mais je déconne pas, ces cartels explicatifs, pour moi, ça me convient tout à fait. Je les trouve mieux que les trucs, que les notices où là, ils rajoutent des choses, ils essaient de trouver. Voilà. Et ces trucs faciles à lire et à comprendre, pour moi, c'est. Bon, moi, j'ai un petit problème avec le langage, avec. Je trouve que les images, ça suffit, donc voilà.
Oui, mais justement, tu as des images qui sont accessibles dans le sens où on les prend. Tu vois, une petite fille de 5 ans peut les prendre, quoi. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est pas Je ne tout. sais pas si des grands intellectuels peuvent les prendre, par Si, contre. aussi, mais ça, ils mettent plus de temps, c'est tout. Ils sont moins intelligents, c'est tout. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la. Enfin, toi, c'est quand même assez beau, ça, non? Enfin, je sais pas comment dire. Bon, je vais arrêter de parler. Bon, on passe à la deuxième partie de notre émission, parce qu'on est déjà super en retard, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi, et tu m'as proposé le tableau de Philip Guston qui s'appelle The Studio, voilà, qui est un chef-d'œuvre. Alors, quelqu'un l'a déjà proposé, celui-là, dans ton Non, émission? non, non, non. Même personne n'a proposé Philip Guston, figure-toi. Bah, je sais pas, pour moi, ça, c'est la peinture. Voilà. C'est, Alors, c'est alors, il très en disait, pâte, là, on ne bon, s'en rend pas compte forcément dans la production, mais il y a beaucoup de non, matière. mais c'est pas pâte, c'est-à-dire que c'est la peinture, quoi. Et il racontait, quand je reviens, enfin, je peins toute la nuit et puis je vais revenir à mon atelier et je sais pas ce que je vais trouver le lendemain. Enfin, il y a une espèce de vertige, quoi. Et voilà, pour moi, ça symbolise ça. Et aussi, la peinture, voilà, il y a aussi un autre dicton que j'aime beaucoup de Bernard Buffet, c'est il ne faut pas confondre peinture et politesse. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Ça, c'est très important pour moi. Parce que tu dis, mes peintures, enfant de 5 ans et tout. Oui, d'accord. Ah non, non, mais Mais quand je dis ça, pour moi, mais, c'est pas du tout négatif. Hein. C'est au ouais, contraire. mais Au si tu veux. contraire. Mais je pense que la petite fille de 5 ans, elle aimerait bien le tableau de Philippe Bien Guston. sûr, bien sûr. Ah, oui. C'est-à-dire que, voilà, Ah, pour moi, il c'était faut y pas. aller. Excuse-moi, je voulais pas du tout être vexant. C'était le Non, non, contraire. je suis Pour pas. moi, c'est une Non, énorme non, qualité de plaire aux c'est petites filles de pas. 5 ans. Oui, oui, Voilà. d'accord. Mais disons que j'aime bien la méchanceté aussi. Ouais, bah, elles sont plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas oublier l'horreur de la peinture quelque part, même quand on fait un joli tableau bien léché. Et là, le côté monstrueux de justement la vie de peintre tout seul, sa clope au bec, sans compter le temps, le pathos. C'est un truc qui est très beau chez Phil Guston, c'est il assume le pathos pur Non, mais moi, je trouve pas ça horrible. Hein. Je Ah non, trouve non, que c'est pas les horrible, mais couleurs sont c'est. magnifiques. Non, c'est. Non, mais là, je parlais du sujet. Ouais. Toi, tu es dans la Je forme. sais Ouais. pas, je le vois pas. Je le vois. Enfin, c'est comme Jean-Frédéric Schneider ou des peintres comme ça. Moi, je vois que la peinture, quoi. Ok. Je sais pas très bien le dire, mais bon, voilà, c'est un super tableau. Et le côté pop de son tableau, c'est le côté entre BD et peinture et tout ça, c'est un truc qui t'intéresse ou... Oh, j'y pense pas en fait. Ok. Non, Bon, je fais que des billes. non, je vois le vert derrière. Tu sais, moi, Ouais. je le regarde comme un Mondrian, hein, ou comme je sais Comme pas un quoi. tableau Tu vois. abstrait, ouais. Bah, d'ailleurs, Guston a commencé par l'abstrait. Ouais. Ouais. D'accord. Alors la blague, c'est que j'ai lu ça en préparant l'émission, c'est qu'il s'était fait défoncer son tableau par le New York Times, ce tableau-là. Et en fait, il a lu l'article, il était à Venise, et il a dit, bah, en fait, je suis à Venise, ça va. Il a acheté le journal, et voilà. Euh, C'est mignon. Alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprends pas encore ou que tu rejettes, et tu m'as proposé un tableau de Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, une des plus belles du musée d'Orsay, voilà. Alors Bah écoute, je sais pas. Moi, Cézanne, ça me fait rien. Enfin, il Ouais, y en a d'autres comme ça, hein, mais bien sûr. j'ai vu que dans ton émission, Matisse, il en prenait pour son grade. Ouais, il y Chagall, a bon, il y en a Matisse. plein, il y en Ouais. a plein. Poussin aussi, il y a une Bon, période sans Poussin. parler, sans Kiefer, même Poussin, ça me fait rien non plus. Mais Cézanne, par contre, j'ai choisi ça parce que je sais exactement à quoi ça me fait penser dans le dégoût. Ouais. Ça me fait penser, quand on couche avec quelqu'un et que ça va pas. La peau, le truc, je Ouais. sais pas, il vous effleure. Et même si c'est quelqu'un qu'on a désiré parce qu'on l'a trouvé, voilà, et que quand on est dans le lit avec, c'est dégoûtant, ça va pas. Et ben voilà, moi c'est ça. Ça s'appelle le sexe, ça, non? Ah merde, pardon. Non, mais le Non, je sexe rigolais. raté, Oui, le oui. sexe, Je faisais une voilà. blague, mais ça n'a pas marché. Voilà. Sexe avec Guston, oui. Avec Ouais, Cézanne, non. pas du tout. Ok. Voilà. Et Je sais ok. pas, Bon, ça me fait un effet comme ça répulsif sur le corps. ok. Et c'est le côté de la matière aussi, peut-être que tu n'aimes pas trop le. C'est effleuré, c'est Hmm. comme ça. Ah. Très bien. Alors, je t'ai demandé une œuvre qui a nourri ta pratique et tu m'as proposé un morceau des T-Rex qui s'appelle Ride the White Swan. Alors, on va partager le lien de la musique. Bon, alors là, j'espère que vous l'écouterez. Hein. Ouais. En fait, ce que je voulais expliquer dans ce morceau,
c'est que bon, j'écoute beaucoup de musique, c'est très important. Et ça, c'est ce genre de morceau qui vous donne, si on est un peu malheureux, on écoute ça, hop, on est tout de suite remis sur pied. Mais ce que j'aime, c'est que T-Rex, Marc Bolan, c'est-à-dire le chanteur de T-Rex, il était tout le temps en rivalité avec Bowie. Et ça marchait pas, en fait. Bowie, voilà, ça marchait. Il faisait, à l'époque, il faisait Ziggy Stardust et tout. Et Marc Bolan, non. Et ça, c'est son premier tube, alors qu'il a beaucoup ramé. Et en même temps, il est génial, parce que finalement, quand on écoute Bowie, on voit qu'il a piqué beaucoup à Marc Bolan, etc. Bon. Et Marc est mort dans un accident de voiture. Et là, l'image que je vous montre, c'était à son enterrement, comme la chanson s'appelle Ride a White Swan, chevauché sur un cygne blanc. Ouais. Ils ont fait une sculpture en fleurs de cygne avec marqué Marc en fleurs aussi. Et ça, c'est le genre de truc que je rêve de peindre depuis. Ça, c'est une image que j'ai à peindre depuis trop longtemps. Voilà. Je me suis dit que mais ce que je voulais dire aussi, c'était que pour moi, cette chanson, ça symbolise il ne faut pas désespérer. C'est une chanson d'espoir. On peut toujours arriver, et tout en mourant à la fin. Notre souffrance. Peut-être pas, hein, peut-être qu'un accident de voiture, c'est pas mal. Toi, ça t'est arrivé souvent de désespérer? Bien sûr. Ouais. D'accord. Je vous demande. Et la mort aussi, c'est un truc très intéressant. Moi, je pense que toutes mes peintures parlent de la mort, par exemple. Donc, bon. Oui, mais c'est pour ça que je te parlais de la nostalgie, aussi de cette nostalgie, le côté années 60 et tout ça. Il y a aussi ce truc-là d'un coup un temps qui ne bougerait pas ou d'essayer de figer un temps. Non, ça, c'est pas la mort, ça, c'est. Non. Figer du quelque chose qui est passé. Bon, ouais, peut-être, ouais. Je ne sais pas. Bon, en parlant de quelqu'un qui est angoissé par la mort, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé le livre d'Andy Warhol. Ah, tu m'entends? Allô? Oui. Ouais. Tu m'as proposé le livre d'Andy Warhol, Ma philosophie de A à B et vice-versa. Alors, c'est ton livre, celui-là, c'est ta version, hein, je crois, de la photo. Oui, alors... tu as insisté pour avoir cette image-là. Non, mais bon, c'était parce que c'était un livre qu'on pourrait mettre dans la catégorie art, et en fait, ça parle très peu d'art, ça parle de soirée, de faire le ménage, de je sais pas quoi, de tout un tas de considérations. Et moi, quand je l'ai lu, c'est un peu comme le tableau de Scone, c'est des choses qui vous font du bien et qui vous décoincent, quoi. Parce que dans les années 90, où je lisais Art Press de début à la fin, Frise de début à la fin et Flash Art de début à la fin, bon, j'avais un petit peu la tête farcie de tout un tas de choses. Et de lire Warhol, comment il prend les choses, voilà. Et donc, c'est un livre que je conseille souvent aussi aux étudiants pour relativiser. Et la figure de Warhol, tu penses que c'est un article qui t'intéresse ou Warhol, je l'ai croisé, j'ai discuté avec lui une fois. Ouh, la classe. Non, c'était pas pour dire ça que j'ai mis ça. Tu l'as croisé c'est quelqu'un, pour moi, très intéressant. J'ai lu tous ses écrits, tout son journal. Bon, alors, évidemment, c'était un businessman. C'est une sorte d'artiste... Oui, mais il y a un rapport à l'image méta qui peut être aussi pas si loin de... Mais c'est un génie, enfin, quand même. Okay. Même si, bon, c'est compliqué, mais... Bon, on en parle la semaine prochaine avec Philippe Maillot, qui a dit que c'était son artiste qu'il aimait le moins. Comme ça, on fait des liens dans les émissions. Je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de David Hockney qui s'appelle Garrowby Hill. Voilà, qui est un très beau tableau. Oui, alors Hockney, bon, je raconte dans le livre que c'est lui qui m'a donné envie de peindre. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu la chance de voir l'expo qu'il avait fait au Jeu de Paume. Je m'en souviens encore d'être devant les tableaux et je me suis dit, là, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc, c'était vraiment... C'est important. Ouais. Voilà. Et Hockney, je l'ai croisé une fois dans un ascenseur, décidément. Et là, c'était trop drôle. J'étais dans l'ascenseur, c'était à l'expo de Bridget Riley. C'était super beau, au musée d'un moderne. Non, c'était à New York, c'était à... je sais pas quoi, dans un centre d'art chicos. Bon, bref, donc je me retrouve dans l'ascenseur avec lui, et là, je me dis, mais ma cocotte, vas-y, tu lui parles, quoi. Je dis, you are David Hockney. Oh, I'm a painter, you know, and I'm a painter because of you, because I saw your show. Hein? Alors, il me sourit, fait comme ça, et après, il fait... Oui, c'est ça.
J'ai rien entendu, je suis Il est un peu sourd. Enfin, bref. Et non, alors, par contre, ce tableau, Ouais. je l'ai mis parce que je l'ai vu dans l'expo de Beaubourg, c'était en quelle année fin des années 90, ouais, c'est ça devait être par là, ou, bref, juste après. Et je me souviens m'être dit, je donnerais tout ce que j'ai dans la vie, tout pour l'avoir, pour être devant, voilà, passer ma vie dans ce tableau. Une sorte de vertige comme ça voilà. Pourquoi tu n'en fais pas une Tout. copie? Bah, je suis pas comme toi. Quoi? Non, j'ai fait une copie du rond de Mosset, c'est plus facile. Ok. Et ça, parce que c'est rigolo à copier, hein, à mon avis. Bon. Toi, tu l'as copié alors? Ça m'est arrivé, en fait, Format? oui, enfin, je ne voulais pas la ramener, mais oui, en fait, j'ai des collectionneurs qui ne voulaient pas m'acheter un tableau à moi et qui m'ont demandé de faire une copie de Hockney. J'ai dit d'accord, et en fait, j'ai mis 2 jours et c'était beaucoup mieux, ça mettait beaucoup moins de temps que ma propre peinture et j'ai gagné autant d'argent, donc j'étais content. Mais au même format, tu l'as fait? Ouais, même format, enfin, oui, comme une brute. Tu m'enverras la photo? Ouais, je l'ai. Ouais. Maintenant, tu D'accord. me demandé. Non, mais c'est parce qu'il est, non, mais il est beau. Ok. Et le Non, côté, mais et la touche, le côté, la touche ronde comme ça, Van Gogh et tout ça, ça t'attire pas dans ta propre peinture? Non, il y a un truc dans cette composition, parce que c'est Ah, la aussi par composition est rapport au folle, bien parapente, sûr, tu vois. bien sûr. Quand tu Ah fais oui, du oui. parapente, tu vois des choses comme ça, mais Hmm. c'est Bah, c'est d'ailleurs, il y a un truc par l'espace. rapport à la surdité aussi, parce que les gens qui ont des problèmes d'audition, ils ont souvent des problèmes avec l'espace, et il y a un truc comme ça de vertige. Mais celui-là, il est particulièrement génial, quoi, de Ouais, lui. je suis d'accord. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais. Et là, tu m'as proposé un tableau de Sylvie Fanchon qui s'appelle Sans titre aspect. Alors, dans la biographie, tu parles 2 fois de Sylvie Fanchon. Une fois pour dire que tu la croises en arrivant chez Bernard Jordan alors qu'elle en part. Et une autre fois où elle te donne des châssis. Voilà. Et aussi, je suis arrivée à l'école et elle en partait, Ah enfin, oui, c'est comme ça prof. aussi. Oui, c'est ça la blague aussi. Ouais. Ouais. À Ouais. l'école des Beaux-Arts de Oh, bah, Paris. Sylvie, c'est ma pote depuis longtemps, on s'adore, mais c'est pas pour ça. J'ai de la chance d'aimer son travail et d'aimer la personne. C'est pas toujours Ouais. évident. Et ce que j'aime, bon, on a une peinture très différente. Elle, c'est très mentale, très ramassée, très comme ça. Mais c'est ça justement que j'aime bien chez elle, c'est qu'il n'y a pas de chichi, quoi. Et c'est voilà. Bon. Et j'adore celle-là parce que je sais pas, les couleurs, bon, le pitch en fait d'avoir une femme jeune, une vieille, mais tout est résumé en espèce de malabar dégoûtant, donc on ne sait pas très bien où on est. Enfin voilà. Donc c'est à la fois ambigu et efficace, mais c'est pas frime. Enfin voilà. Bon, j'aime beaucoup son travail et je ne comprends pas qu'elle soit pas plus célèbre, car elle le mérite. C'est dit. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu parles alors tu parles pas de Bernard, enfin tu parles de Bernard Jordan en bien, et puis tu t'autorises, on va pas dire qui c'est, mais tu t'autorises à dire des problèmes que tu as eu dans tes rapports avec des galeristes. Ça, c'était important pour toi de dire un peu pas la vérité, mais de dire un peu que c'est aussi des rapports des fois brutaux entre artistes et galeristes, dans les 2 sens d'ailleurs. Hein. Ça arrive aussi que les galeristes se plaignent à juste titre, mais j'ai trouvé ça courageux de raconter ça. On va pas donner les détails, mais c'était. Ben pour l'instant, ils m'ont pas fait procès ni rien. Il y a quand même un ou deux trucs qu'on a enlevés. Ah Le oui. jour du bouclage en Italie, on avait un coup de fil de l'avocat de Bernard qui dit non, mais ça, tu peux pas mettre ça. On a enlevé 2-3 trucs. Hein. D'accord. Bon, moi, de manière générale, je suis pour dire la vérité dans tous les domaines. D'accord. Donc, voilà. Parce que même pour des gens qui connaissent pas le monde de l'art et tout ça, c'est intéressant aussi de voir la brutalité, une forme de brutalité on se dit que les artistes sont le centre du monde de l'art et c'est pas totalement le cas, quoi. Dans des rapports de force, on peut être assez faible, quoi. Alors j'imagine que pour toi maintenant, aujourd'hui, c'est plus Je ne facile sais pas peut-être. trop comment c'est pour les jeunes maintenant, je ne sais pas. Moi, je pense qu'en tant que peintre, en tant que femme, en tant que ces années-là, effectivement, voilà le tableau. Peut-être que maintenant, ça ne serait pas comme ça n'importe où. Peut-être que j'étais aussi un peu maso. Tu sais, des fois, on est maso, on va toujours avec des gens qui vous font souffrir. Et puis un jour, on réalise que non, bah, finalement, on serait peut-être mieux avec quelqu'un qui ne va pas vous faire souffrir. Ouais. Et on reste avec un galeriste qui vous traite bien. Donc, mais c'est vrai que quand il y a des rapports de pouvoir, on est toujours à la merci de souffrance. Ok. Alors, j'ai vu beaucoup de mots passer sur le Twitch.
Il y a même des tunnels. Je vois des gens qui ont écrit des textes comme ça. Donc, je vais laisser Nils se débrouiller avec ça. Nils, si tu peux commencer à poser des questions Oui, oui. de notre Alors, du Twitch. coup, une première question, effectivement, un peu tunnel, que j'ai résumé, par rapport à justement, le fait que la peinture a été disqualifiée dans les années 90, même après. Est-ce que faire du nouveau en peinture est une imposture? Est-ce qu'au final, ce qui compte, c'est le faire, juste l'acte de peindre? On pourrait dire ça, mais déjà, il faut juste se situer par rapport à soi-même. Je pense que ce qui est important, c'est de faire du nouveau par rapport à soi-même. Après, du nouveau, c'est toujours un châssis, des couleurs, voilà. J'ai failli d'ailleurs prendre le talisman comme peinture préférée parce que j'adore cette idée voilà, quelques couleurs sur une toile comme ça, pouf. Non, il n'y a pas de nouveau. Enfin, toi, tu dirais que c'est le même rapport il y a le même rapport à l'innovation entre entre ce qui pourrait être dire de l'art contemporain, les installations, les jeux comme ça, et la peinture qui d'un coup est, quoi qu'il arrive, ancrée justement dans un jeu qui est un peu toujours les règles du jeu sont un peu définies, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on joue à la même chose? C'est ça que je veux dire. le problème, c'est que, disons, la peinture, la distribution de la peinture, on est dans le circuit de l'art contemporain. Donc, on est obligé de rivaliser avec eux. Donc, moi, pendant des années, pour arriver à faire ça, je faisais des sortes de dispositifs pour mettre mes tableaux pas au mur, mais comme ça. Enfin, voilà. Donc, je pouvais faire des tableaux et puis je les montrais. Je faisais des petits trucs des trucs sympas pour faire passer le. Voilà. Et puis bon, on peut toujours se dire il faut que la peinture se suffise à elle-même. Enfin, tout dépend des strates où on est. Enfin, il n'y a pas vraiment de règle. Mais si tu veux, pour moi, la règle de base, c'est quand même par rapport à soi-même, essayer de se renouveler, d'avancer. Ah oui. C'est ça qui est important. Bon, parce que les peintres, je veux citer personne, mais par exemple, je ne sais pas pourquoi je pensais à lui, parce que j'ai vu une expo de lui à New York, un peintre que j'adorais, qui était Bernard Fries, qui faisait des choses géniales dans les années justement 80. À partir du moment où il a été chez Perrotin, c'était fichu, quoi. Ah oui, il a fait toujours la même chose, un peu toi, avec des toi, petites ce qui variantes. t'intéresse, c'est qu'il y ait des grandes variations dans un artiste. Parce que, par exemple, il y a plein de contre-exemples. On pourrait dire Morandi, c'est quand même génial. Enfin, tu vois, il y a des. Après. Oui, mais. T'aimais bien Bacon. Ouais. J'aime pas Bacon. Ah, t'aimes plus Bacon? Déteste, ok. D'accord. Bon, moi, je suis d'accord pour varier. Hein. C'est encore une fois. Non, on varie de goût aussi. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais Morandi, alors. Non, mais là, je disais varier voilà, dans une œuvre, quoi. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas de règle, hein, de toute façon. Bien sûr. Mais il y a quand même, ce que je veux dire, c'est que c'est une question qui, moi, me taraude, donc je me permets de te la poser, c'est la question de savoir si c'est pas est-ce que c'est totalement le même genre, la peinture et l'art contemporain? Est-ce qu'on ne compare pas de la poterie avec de la poésie, quoi, par exemple? Mais c'est une question que j'ai beaucoup de discussions avec des artistes là-dessus, parce que c'est... Oui, et la sculpture et Parce que d'un coup, on pourrait avoir des budgets différents, c'est ça que je veux dire, aussi. Sur des choses administratives, au ministère de la Culture, ou des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire dire, d'un coup, assumer cette chose-là. Mais je ne dis pas que c'est ce que je veux, hein, je comprends pas. Ça serait quoi si on dit que l'art contemporain, c'est différent de la peinture, d'un coup, c'est deux endroits, c'est deux lignes de budget et pas une. Et laquelle serait la plus grosse? Ah oui, c'est pas une question de groupe plus grosse, c'est que d'un coup, elles sont différenciées. Parce que là, pour l'instant, ce qui se passe dans le... Ah oui, c'est que tout va pour les artistes contemporains et pas pour les peintres. Pas tout, non, pas du tout. Mais c'est vachement moins que dans les années 90 quand même. Bien sûr. Ah non, mais ça va beaucoup mieux. Non, mais justement, je pose cette question-là parce que c'est une question qui... Oui, mais après, les peintres, ils se rattrapent parce que ça se vend quand même assez bien. Tu peux vendre même si tu n'exposes pas. Et puis après, tu as l'argument de dire que comme ça se vend pas mal, les institutions... C'est un autre métier, effectivement. Mais bon, c'est vrai que c'est hyper dur d'être artiste contemporain également. Hein. Je vois, mon assistante, c'est une artiste contemporaine. Elle, il faut qu'elle ait des projets, des machins. Il faut avoir des résidences, des trucs comme ça. Ouais, voilà. C'est un autre truc, tu as raison. Mais après, si on fait ça, peut-être qu'on va se retrouver avec la tapisserie, la poterie. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est une question ouverte. Je pose cette question de manière ouverte, pas du tout de manière fermée. Allez, maintenant qu'on a révolutionné la peinture, d'autres questions, Nils? Comment choisissez-vous vos images de référence dans votre travail de recherche? Eh ben, c'est juste ça, je ne choisis pas. Soit elle me tombe dessus parce que je regarde un film, un truc, et je me dis ça, je fais capture d'écran, voilà. Soit parfois, quand je dois... j'ai une idée, et puis pour illustrer cette idée, je vais mettre... par exemple, chercher des Pamela, donc je mets un prénom, puis je regarde ce qui arrive. Pamela actrice, et puis je vais regarder, et puis après j'affine.
ou, ou parfois, voilà. Mais après, j'ai toujours fonctionné sur des flashs. Avant, j'avais des romans photos j'ai plein de romans photos, j'avais beaucoup de livres illustrés, de choses comme ça. Et maintenant, c'est tout Internet. Une autre question, Nils? Il y a une sorte de jubilation de la couleur dans vos toiles. Est-ce un retour du punk qui dit fuck, je fais ce que je veux? Alors, c'est pas un retour. J'ai toujours pensé Toi, t'es punk. ça. J'ai toujours. Non, mais c'est quoi le punk? Enfin, il y a plein de définitions, mais disons. Le clip qu'on a partagé est quand même sacrément costaud, quoi. Oui, mais là, j'étais pas toute seule à commettre bien ça sûr. quand même. Hein, bon. La couleur. La couleur, je pense que c'est pas forcément punk. Non, non. La couleur, c'est juste un truc des yeux. Je pense que ça vient plus d'un truc plutôt baba cool d'ailleurs, qui serait le LSD. Mon goût de la couleur. Mais non, voilà, faire ce qu'on veut. Je ne sais pas si c'est vraiment punk, mais. Une autre question? Est-ce que dans vos bad paintings, il y a l'envie de peindre du sexe raté comme dans un tableau de Cézanne? Non, non, non. C'est rigolo, la sorte de synthèse. Dans mes bad paintings, non, c'est plutôt du sexe réussi. Le sexe raté, ça serait plutôt le goût d'avant qui était un peu tout propre, hein. Ouais. C'est bien que ça soit un peu lâché, quoi. Ouais. C'est mieux la deuxième fois, alors. Une autre souvent, question. On le souhaite. Bon, la première. Une autre question, Nils? On découvre. Je demande à Nils plein de questions. Comme tu m'as dit, comme Nina nous avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, je lui ai dit, tu vas voir s'il n'y a pas beaucoup de questions. Quels sont vos doutes sur la peinture? Que pensez-vous sur les écoles d'art en France? C'est deux questions, ça. Ouais, alors, oui, mais c'est la même personne. D'accord. Alors, première chose, le doute, c'est le doute. Je doute toujours de tout. C'est horrible. Donc ça, disons que c'est, comment dire, un constituant du travail, le doute. Il faut toujours douter, il faut toujours regarder, se dire, voilà, même si des fois on a la flemme de douter. Et que je pense des écoles d'art? Alors moi, c'est assez bizarre parce que j'ai pas fait d'école d'art et par contre, j'ai enseigné 17 ans à peu près. Donc c'est les Beaux-Arts de Nancy, c'est ça d'abord? Alors j'ai fait, oh là là, non, j'ai fait Dunkerque, Le Havre, Amiens, une tournée Nancy, française. Ouais, plutôt le nord et nord-nord-est. Longtemps Nancy et puis Paris depuis 3 ans. Ça m'a beaucoup aidé au début. Ça m'a aidé à formuler des choses sur la peinture parce que souvent je sens les choses mais je ne sais pas très bien les exprimer. Donc pour les étudiants, j'étais obligée de parler, de leur dire des choses. Donc ça m'a appris un petit peu ça. Ça m'a aussi appris un peu mieux à parler de mon travail, à faire des dossiers, à faire des tableaux Excel, tout ça. Ce que je trouve, c'est que c'est un peu la même question que tu dis, les lignes de budget. Le problème, c'est que la peinture et les écoles d'art, je trouve que c'est difficile. Il n'y a pas vraiment d'espace. Enfin, peut-être que dans des écoles de province, en fait, le problème, voilà. Dans les écoles de province, il y a plus de place. Les peintres peuvent avoir leur coin, des fois. Par exemple, à Bourges, il y a beaucoup de place. Bon. Et développer une partie de peinture. Mais après, ils n'ont aucun réseau, rien, parce que tout est centralisé sur Paris. Il n'y a pas beaucoup d'argent non plus. Et il n'y a pas d'argent. Mais bon, la peinture, ça coûte quand même pas très, très cher à faire. C'est vrai. À Paris, par contre, ils ont beaucoup de possibilités, mais il y a très peu d'espace aux Beaux-Arts de Paris. Pour les peintres, ils se bagarrent tous avoir un petit coin à travailler. Et sur le recrutement, il se fait sur des critères, en fait, où il y a toujours trop de peintres au final. On prend beaucoup d'élèves de prépa qui ont des dossiers parce qu'en prépa, on leur force à faire un peu de tout. Et puis ils arrivent aux Beaux-Arts de Paris, ils disent « Ah oui, mais moi, je veux faire de la peinture. » Et du coup, il y a plus. Ah bah oui, mais nous, on n'a plus de place dans nos ateliers de peinture. Voilà, donc c'est compliqué. Bon, ça, je suis juste sur des points très techniques. Après, je ne sais pas si vraiment ça s'enseigne, la peinture. Enfin, oui, sans doute, mais je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas bénéficié d'enseignement de la peinture. Donc, et je ne sais même pas si je suis une bonne prof. Moi, j'essaie de les aider un peu. Je leur apprends à tendre une toile, à faire 3 trucs. C'est ça qui est important, quand même, d'abord, de savoir faire des choses matérielles, quoi. Ouais. J'ai toujours été une prof très technique, technique.
Et j'avais un truc assez rigolo à Nancy. On a le temps? Je sais pas. On a tout le temps. Un des premiers. Un des premiers. Rester jusqu'à 23h. Ceux qui arrivaient en peinture. Parce que première année, ils ne faisaient pas peinture. Ceux qui arrivaient en peinture en deuxième année, j'étais la seule prof. Cours obligatoire avec moi. Ah oui, pas mal. Et je leur disais, premier truc, alors je leur montrais tout un tas de documents avant sur des artistes qui travaillent la question et aussi un documentaire là-dessus. Je leur disais, voilà, maintenant vous allez me faire une croûte, comme les Swift Short Painting de Jim Shaw. Voilà. Donc je leur faisais faire une peinture ratée. Et d'ailleurs, j'en ai une, je ne sais pas si on peut la voir. Le boc de bière, là, tu vois, la bière, c'est un étudiant qui m'avait fait ça. Et alors, justement, j'ai reçu un mail de lui aujourd'hui. Jeudi, il fait une expo. Alors maintenant, après, il est tombé dans la mafia, dans les Serbes. Il a été en Serbie. Il voulait faire comme Néo Raf en Serbie. Il faisait des grands tableaux très compliqués. Et à chaque fois, il disait, mais le boc de bière, c'était si bien. J'ai fini par lui acheter le jour de son diplôme. Et maintenant, il fait une expo à l'ambassade de Serbie jeudi avec des Serbes. Je pense que c'est encore des grandes compositions très compliquées. Clément Bedel, il s'appelle, il est charmant, c'est un Vosgien. Voilà, mais les écoles, c'est difficile parce que ils veulent tous. Voilà, je sais pas. Toi, tu as fait une école, Thomas? Moi, j'étais au Barreau de Paris, ouais, où on n'avait pas le droit d'apprendre à tendre la toile, justement. Ouais. Tu étais chez qui? Chez Kermarek, qui m'apprenait un petit peu quand même. Joël Kermarek, ouais. Ah, ouais. Mais il y a un élève mystérieux qui dit que tu es une très bonne prof. Il confirme. Oh, ils sont gentils. Je ne sais pas qui c'est. Il dit, mais élève mystérieux. Allez, une dernière question, Niels? Oui, justement, par rapport aux élèves, quels sont vos critères de jugement pour le travail de vos étudiants et des artistes contemporains? Les critères de jugement. Alors, les étudiants, ce n'est pas pareil que les artistes contemporains. Oui. J'essaie de voir si je peux les aider. Et si j'aime leur travail, en fait, faut que, à la fois, déjà, il faut qu'ils soient non-fumeurs. Bon, pas tous, mais enfin, en tout cas, qu'ils jurent. Je veux pas de gens qui fument dans mon atelier. Ça, c'est presque le truc le plus important. Ensuite, c'est que j'aime leur travail, mais ça peut être un travail, en fait, qui ressemble pas du tout au mien, ou qui est, voilà, mais au moins que ça m'intéresse, je me dis, tiens. Et puis aussi, où je me dis, tiens, je peux peut-être un peu les aider. Voilà, tout ça. Et puis après, je fais un petit mix, je veux pas trop de mâles dominants, enfin voilà, j'équilibre parce que l'atelier, en fait, aux Beaux-Arts de Paris, j'y suis de temps en temps, mais ils sont toujours entre eux, donc il faut arriver à ce que ça soit des gens qui s'entendent bien entre eux. Donc c'est aussi, ils se choisissent aussi les uns les autres. Aussi. Ouais. C'est aussi voilà. Et par contre, en art contemporain, alors là. Je précise, on parle de peintre contemporain dans la question. Ah, de peintre contemporain. Pas, artiste, d'accord. Alors, peintre contemporain. Peintre, en tout cas, je vois quelqu'un qui a écrit qu'il a beaucoup de joie à voir tes peintures. Ouais. Oh, c'est gentil. Non, mais des fois, il y a des trucs que j'aime beaucoup. Hein. Par exemple, j'avais fait un jury et il y avait un jeune peintre qui s'appelait... Comment il s'appelait? Il va faire une expo chez Sémios, du coup. Il va être chez Sémios. Hugo Capron. Ah, ok. Voilà, je l'avais trouvé super bien. Il y en a beaucoup que j'aime, mais disons, en gros, il y a beaucoup de peintures figuratives un peu chiantes quand même. Ouais, comme la mienne, ouais. Non, c'est pas ça que je peux dire. Mais toi, j'ai vu ton expo. Je peux te dire les deux trucs que j'ai beaucoup aimé dans ton expo. Je te le non, on n'est pas là pour parler de moi. Ouais. Bon, il y a deux trucs que j'avais beaucoup aimé. Non, mais ça y est, on parle de moi, donc c'est pas intéressant du tout. Donc on va arrêter là. Mais en tout cas, merci Nina, c'était génial. C'était trop génial, j'ai trop adoré. J'espère que tout le monde était content. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah Poutine, avec Philippe Maillot. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Niels. Philippe Maillot. Ah bah voilà.